pathologie. Donc, dès que le diagnostic clinique et radiologique est fait, donc d'emblée, il faut lancer une enquête éthologique, à savoir l'examen neurologique approfondi à la recherche des réflexes cutanés, surtout s'ils sont aboliés ou bien asymétriques, on est orienté vers la syringomyélée. Donc un examen cutané rigoureux à la recherche des taches cavéolées, surtout en dorsale, des stigmates de malformation médulaire, à savoir il faut chercher un angiome ou bien une hypertrichose lombaire qui nous oriente surtout vers la neurofibromatose. Et enfin, des signes de laxité, on parle surtout de la maladie de Marfan. Donc il faut savoir que la scoliose, ce n'est pas une maladie, mais c'est un symptôme. C'est un symptôme d'une maladie qu'il faut la rechercher. Donc cette maladie est trouvée dans 10% des cas, elle est idiopathique dans 89% des cas. Et les scolioses symptomatiques sont rares, ne représentent qu'1% des cas. On commence par les scolioses maladies, donc se diviser en 3 grandes causes. Donc on a les scolioses neuromusculaires, les scolioses congénitales, dites aussi scolioses malformatives, et troisièmement les scolioses syndromiques ou bien dysplasiques. Donc la scoliose neuromusculaire, dans certains cas, le diagnostic est évident. Il est fait déjà auparavant devant un enfant qui présente une paralysie cérébrale, ou bien une myopathie, ou bien une amyotrophie spinale infantile. Donc dans ce cas-là, le diagnostic est évident. Mais le problème surtout pour nous, c'est comment traiter ce patient et avoir équilibré son tronc. Donc le traitement est en général chirurgical, qui vise à équilibrer le tronc et le bassin pour avoir une position assise stable et améliorer la qualité de vie de ces enfants. Donc, dans ce cas, le diagnostic est évident. Mais dans d'autres cas, le diagnostic n'est pas évident. Devant les malformations médulaires, à savoir la myéloméningocèle ou bien la diastématomyélée, dans ce cas-là, le diagnostic n'est pas évident. Donc, où la scoliose représente le premier signe de la maladie. Parmi les maladies où la scoliose représente le premier signe, la syringomyélée, qui est caractérisée par une asymétrie des réflexes abdominaux cutanés, et sur l'IRM, on voit cette poche hydrique en intramédulaire. Deuxième cause majeure, c'est les scolioses congénitales ou bien dites aussi des scolioses malformatives. Donc tout à l'heure, on parle avec le professeur Afia, il a parlé qu'on ne peut pas corriger une vertèbre par le montage de CCD. On sait très bien que si la vertèbre elle est déjà déformée, elle est malade, on ne peut pas la corriger. Mais le matériel de CCD permet de corriger la rotation et permet de corriger le rachis sur le plan sagittal et frontal. Donc pour les vertèbres, on sait très bien que la moitié d'une vertèbre, si elle se développe d'un côté de rachis, donc on va avoir une déviation ou bien désaxation de rachis qui va s'aggraver avec la croissance de l'enfant et la croissance de cette hémivertèbre. Deuxième type de malformation, c'est la malformation dite segmentation ou bien la barre vertébrale. C'est-à-dire si vous êtes devant un rachis où la moitié qui est fusionnée, alors l'autre partie n'est pas fusionnée, donc vous aurez une croissance de côté non fusionnée qui va entraîner une désaxation et une scoliose. Tout en sachant que la scoliose congénitale se développe en général durant les 2 premiers mois de la vie embryonnaire. Et à ce moment où tous les organes vont se former, on peut avoir d'autres malformations, d'autres organes arrivant au syndrome de Bacter, qui est associé en plus de la scoliose, des malformations cardiaques, rénales ou bien des malformations de la main, à 13 et 12 pages, une imperforation anale. Donc ce syndrome peut être complet ou incomplet, c'est-à-dire on peut avoir une association de toutes ces malformations avec la scoliose ou bien une scoliose avec une de ces malformations. Cela veut dire que devant toutes les vertèbres, il faut rechercher une autre malformation associée. La troisième grande cause, c'est les scolioses syndromiques. Donc, à retenir, c'est la neurofibromatose, qui est, le diagnostic est tout simplement fait par des taches cavéolées cliniquement associées sur la radiologie une scoliose. Donc, cette neurofibromatose, elle a certaines caractéristiques, on va sur cette radiologie. Donc, c'est une scoliose dystrophique, c'est-à-dire que ce sont des vertèbres qui n'ont pas la même forme de la scoliose idiopathique.
avec à la radiologie, donc cet aspect radiologique caractéristique qui est le scalloping vertébral. En fait, c'est une infiltration tumorale intracanalaire avec cet aspect laminé des vertèbres. Donc, c'est une neurofibromatose. Et cette neurofibromatose, malheureusement, elle a une caractéristique, elle est très évolutive, donc on va avoir des malformations très sévères. Donc, où le traitement orthopédique était en général dépassé et inefficace. Donc, prenons cet exemple d'une scoliose malformative. Donc, c'est une scoliose qu'on voit sur cet exemple d'un enfant âgé de 5 ans, donc plus ou moins modéré. Si on peut tenter un traitement orthopédique, donc malheureusement, après 1 mois et demi, on peut avoir une déformation, bien aggravation de cette malformation, bien de cette scoliose, donc le traitement devient très difficile. Troisièmement, les scolioses syndromiques, donc caractérisées par une maladie de tissu conjonctif. Plus important, c'est la maladie de Marfan et d'élax dans l'os, caractérisée par des troubles de l'élasticité des muscles paravertébraux qui vont entraîner une déformation rachidienne type scoliose. On arrive maintenant aux scolioses idiopathiques. Donc c'est la cause la plus fréquente. Donc idiopathique, c'est-à-dire on ne connaît pas la cause. Il y a plusieurs recherches qui font sur ce sujet, donc sur les scolioses idiopathiques. Et on a 4 axes de recherche principaux. Le premier axe, c'est l'axe génétique, donc par la biologie moléculaire, où plusieurs gènes ont été incriminés sur la genèse de la scoliose. Deuxième c'est la cause, l'axe biomécanique, avec certaines caractéristiques biomécaniques d'instabilité de rachis qui peut entraîner une scoliose. Un axe neurosensoriel, où plusieurs études se font sur ce sujet. Donc, troubles de l'équilibration à la position debout qui peuvent entraîner une déformation type scoliotique. Et dernièrement, c'est métabolique. Donc, la mélatonine a été incriminée pendant plusieurs années. Actuellement, on pense surtout à la leptine et à la ghreline. Un mot sur la scoliose symptomatique. En général, la scoliose n'est pas douloureuse. Mais si vous êtes devant un enfant qui présente des douleurs associées à une scoliose, si vous lui demandez de se pencher en avant et il n'arrive pas à cause de la douleur, il faut penser à l'existence d'une tumeur sous-jacente. Je vous remercie.